Les faits. La Fédération togolaise de football a de nouveaux tests et règlements. Les principaux acteurs du football togolais ont très rapidement accordé leur violon ce mercredi lors d'un congrès extraordinaire pour redorer le blason du sport roi. La Commission de l'Union africaine est en tournée de vulgarisation de l'agenda 2063 dans les États membres, un cadre de transformation structurelle qui veut permettre de mettre en place une Afrique émergente et en paix. Et puis en ce début d'année, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, à travers plusieurs de ses programmes, comme la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts REDD+, planifie de nouvelles activités sur la base du bilan de l'année écoulée. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, les suites du séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite. Ce mercredi, le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a assisté à la signature de 3 conventions de financement avec la Banque islamique de développement BID pour un montant record de 194 millions de dollars. Et la cérémonie s'est déroulée au siège de la banque. La première convention d'un montant de 120,8 millions d'euros concerne le projet de construction de la route à Douala-Kara sur la nationale numéro 1, un axe qui relie les 5 régions du pays. La seconde convention de financement concerne le secteur de l'éducation. Elle porte notamment sur l'amélioration et l'expansion de l'accès à l'éducation de base. Et la dernière convention signée ce jour en Arabie Saoudite concerne le secteur de l'énergie. Ce sont 46 millions de dollars qui vont être consacrés à l'électrification de 43 villages dans le nord Togo. Et nous reviendrons encore plus en détail sur cette cérémonie de signature de financement en Arabie Saoudite entre le chef de l'État et le président de la BID dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce mercredi sur le plan national est marquée par l'adoption de nouveaux tests et règlements pour la Fédération togolaise de football. Il n'a fallu que 4 heures aux différents acteurs du ballon rond togolais pour donner leur approbation à ces tests, augurant ainsi des lendemains meilleurs au sport roi dans notre pays. Le compte rendu de la rencontre avec Claude Ama et Alfred Kolani. Comme une lettre à la poste. Voilà le sort qui a été réservé aux différents tests soumis à adoption ce matin par le comité de normalisation aux différents acteurs du football togolais réunis en congrès extraordinaire. Tout est donc allé vite après la cérémonie d'ouverture et les règlements des petits problèmes liés à la méthodologie et aux questions procédurales. Le consensus, mieux, le bon sens a prévalu et c'est en toute sérénité que les différents tests ont été votés au grand soulagement des délégués. Le présent congrès a été nettement mieux préparé que l'autre. Il est évident qu'il y a eu des échanges interactifs et les observations des uns et des autres, pour peu qu'elles aient été fondées, ont été prises en compte. Et vous avez vu la sérénité avec laquelle les tests ont été adoptés. C'est vrai que tout le monde n'est pas content, mais une large majorité s'est dégagée en faveur de l'adoption de ces tests-là et c'est le football qui s'en sort vainqueur. Nous avons également réussi à créer un corps électoral assez équilibré pour éviter qu'une grande partie de l'électorat puisse avoir le pouvoir exécutif pendant longtemps. Nous avons également réussi à mettre ensemble l'élite et le football amateur pour faire de les moteurs de notre football. Et nous n'avons pas oublié le football de district et des ligues qui devront fournir et alimenter le foot d'élite. Mise en place au lendemain de l'échec du congrès du 7 novembre, le comité de normalisation numéro 2 avait pour tâche de faire voter les tests et d'organiser au plus tard le 13 février un congrès électif. La première étape vient d'être franchie avec le soutien de la CAF et de la FIFA. À la fin de ce congrès qui a été un succès pour le football togolais, je peux dire que c'est la fierté qui domine maintenant et je suis heureux d'annoncer au peuple togolais, au Togo et à l'étranger que nous avons passé une moitié de la feuille de route avec succès. Au regard de l'ambiance, du climat, de l'état d'esprit dans lequel cette Assemblée générale vient de se passer, nous avons la ferme conviction que le 13 février, le même état d'esprit régnera pour consolider les acquis d'aujourd'hui à travers la mise sur pied du nouveau comité.
Le gouvernement, pour qui il est important de sortir rapidement le football de sa léthargie, salue à sa juste valeur l'acte qui vient d'être posé. Au nom du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, je vous remercie vivement. Je vous félicite surtout. Félicitations pour ce climat de sérénité que vous avez instauré dans la salle durant vos échanges. Félicitations pour la sincérité des propos et des propositions. Félicitations pour la qualité des textes qui sont issus de ces travaux, de ces assises. Les propos des uns et des autres l'attestent. Et remerciements, merci vivement pour ce beau cadeau de Nouvel An que vous avez offert au public sportif togolais. Maintenant que les textes sont adoptés, les yeux sont tournés vers la date du 13 février, date à laquelle devra se tenir le congrès électif. Vivement que le bon sens constaté ce 20 janvier ne quitte pas de sitôt les acteurs du ballon rond. L'agenda 2063 est un cadre de transformation structurelle qui a pour finalité d'asseoir une Afrique intégrée, développée, prospère et en paix d'ici les 50 prochaines années. Et c'est une idée de la Commission de l'Union africaine. En ces débuts d'année, la dite commission est en tournée de vulgarisation de cet agenda dans les États membres. L'étape de Lomé ce mercredi avec Honorine Eclos et Charlotte Monsimet. Société civile, médias et autres acteurs clés du développement s'approprient l'agenda 2063 de l'Union africaine en vue de l'intégrer au plan national de développement. C'est un cadre de transformation structurelle, une vision, un plan de développement dont le premier, le plan décennal, met en exergue les priorités immédiates pour amorcer les travaux en vue de la réalisation de l'agenda. Il est axé sur 7 aspirations et 12 projets phares sur le continent. L'objectif, c'est de les réaliser, relever des défis majeurs et faire de l'Afrique, d'ici les 50 prochaines années, un continent prospère. La finalité, c'est de voir l'Afrique prospère, donc une Afrique où d'abord l'Afrique intégrée, prospère, où il n'y a vraiment pas de guerre, où il n'y a vraiment pas de, où on vit en paix. Et puis où l'Afrique a une considération sur les questions mondiales. L'agenda 2063 recommande un changement de mentalité, une entraide inter-États, promeut les investissements inter-africains, privilégie le partage des expériences dans divers domaines. Bref, il se propose d'exploiter les avantages compétitifs du continent, d'incarner dans ses peuples son histoire, ses cultures, ses ressources naturelles et son statut géopolitique. Ce projet sera mis en exécution d'abord au plan national, ensuite régional, enfin continental. Fin ce mercredi à Lomé des activités de la journée internationale de la société civile au Togo. Elle est organisée par la fêtière nationale des réseaux régionaux d'ONG et associations de développement du Togo. Plusieurs activités ont meublé cette journée, entre autres l'exposition et le lancement du site web de la FNRR Togo. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo et Carmen Madji. Deuxième et dernier jour de la journée nationale des organisations de la société civile. Elles sont plusieurs à exposer ici leur savoir-faire, leur production et leur domaine d'intervention, histoire de donner plus de visibilité à leurs activités. Ici, c'est la FODES, la Fédération des ONG des Savanes. Nous intervenons dans le domaine de l'alphabétisation, de la communication, de l'agriculture durable, de l'accès aux microfinances et de la protection de l'environnement. L'initiative est louable parce que depuis longtemps, la société civile mène beaucoup d'activités, mais n'est pas visible en tant que telle. Cette plateforme permet aux OSC de se faire mieux connaître, de faire la promotion du développement de la culture, de la paix. Nous sommes au niveau du stand de l'ONG OADEL. OADEL, c'est l'Organisation pour l'alimentation et le développement local.
Nous sommes dans la promotion du droit à l'alimentation et nous organisons des activités comme le marché alimentaire pour faire connaître les produits locaux d'origine agricole qui sont transformés au Togo. Autre activité inscrite au programme de cette deuxième édition, les débats interactifs, des débats au cours desquels les différents acteurs ont discuté et jeté les bases d'un meilleur fonctionnement de la société civile au Togo. De ce podium, nous retenons que la préoccupation des uns et des autres était de savoir le rôle que va jouer l'Ionto, le rôle que joue la Fonto et celui que joue la Fédération nationale des réseaux régionaux. Et donc, il était question que toutes les structures ont leur rôle à jouer. Mais le rôle fondamental, c'est celui de la coordination, c'est celui de l'accompagnement et celui de l'interface entre l'État, les partenaires et les populations à la base. À cette première édition de la Journée nationale de la société civile, la fêtière nationale des réseaux régionaux d'ONG et d'associations de développement du Togo a lancé son site web fnrrtogo.net. Les acteurs impliqués dans la gestion et la mise en œuvre du programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts, en abrégé RED+, et la réhabilitation des forêts au Togo, ProRED, tiennent depuis ce matin à Lomé une rencontre pour la planification de leurs activités en 2016. Il sera également question d'une analyse des activités menées en 2015 sur la base des résultats de la cartographie de l'occupation du sol dans notre pays et la gestion durable des forêts au niveau du ministère en charge des ressources forestières. Et tout ceci afin d'optimiser les actions pour cette année 2016. Les précisions avec Clarisse Atiklé. Toutes nos excuses, nous reviendrons tout à l'heure donc sur la planification opérationnelle des activités en 2016 au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Hors du Togo, notez en bref que 3 gendarmes maliens auraient été abattus par des hommes armés, des terroristes selon les autorités. Le drame se serait déroulé au centre du Mali, non loin de la localité de Mopti, une zone dans laquelle des hommes liés à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, font régner la terreur. Autre groupe terroriste qui sévit depuis plusieurs années au Nigeria et dans certains pays voisins, l'ex-Boko Haram, qui a fait allégeance au groupe État islamique. Comment est né ce mouvement et quelles sont ses revendications? La réponse dans ce dossier signé Edem Sesukwa. Au Nigeria, le mouvement terroriste Boko Haram fait de plus en plus parler de lui, notamment avec des attentats contre les chrétiens et musulmans qui ne partagent pas sa vision de l'islam. Boko Haram, l'expression signifie l'éducation occidentale est un péché. L'organisation est née au début de l'année 2000 et prône un islam radical. Elle terrorise en particulier les populations du Nord et affronte régulièrement les forces armées. On note une radicalisation de ce mouvement devenu secte après la mort de son fondateur Mohamed Youssouf lors d'un affrontement avec l'armée qui a fait plus de 700 morts. Les membres de cette organisation armée proposent d'établir un État islamique qui accomplirait la charia dans l'ensemble du pays. À ses débuts, Boko Haram n'était qu'un mouvement religieux contestataire. Il accusait le gouvernement d'être corrompu et influencé par les valeurs occidentales. Derrière la religion, un profond ressentiment anime ce groupe armé qui estime que le nord du pays est pillé et abandonné. Il y a 2 sources de financement. Il y a d'abord la déliquescence de la Libye qui fait que la Libye est devenue une caserne, une garnison à ciel ouvert où chacun peut aller s'approvisionner en armes comme il veut. Deuxièmement, il y a le pétrole dans les monarchies du Golfe qui finance ces réseaux-là. Et c'est pourquoi je parle de l'hypocrisie de la communauté internationale, parce qu'on sait ceux qui contrôlent ces matières
La vraie fracture de ce géant aux 160 millions d'habitants est que plus de 60% de la population vit avec moins de $2 par jour. Cette extrême pauvreté nourrit le radicalisme. Son nouveau patron, Aboubakar Shekau. Si la communauté internationale, comme elle commence à en prendre conscience, si on coupe ses sources d'approvisionnement, eh bien je crois que petit à petit, des groupes comme Boko Haram et autres vont disparaître. Ça ne suffira pas, mais bon, il faut les actions qui sont en cours, il faut les intensifier. Les autorités religieuses ont un grand rôle à jouer, notamment les imams. Il y a beaucoup de pays où fonctionne, où existe, où se développe la religion musulmane, où on n'a jamais parlé d'attentats, où on n'a jamais parler de jeunes filles et de jeunes gens qui vont se faire exploser dans un marché public ou dans un supermarché. Alors, pourquoi? Et tout simplement qu'il faut que ceux qui ont en charge de professer des doctrines, un enseignement religieux, une éducation religieuse à la population, insiste sur ce qui construit l'homme. Le groupe ces derniers temps a multiplié les attaques dans le nord et le centre du pays, ciblant les lieux de rassemblement public et même le siège de l'ONU à Abuja. L'on se souvient encore de l'enlèvement de plus de 200 filles. Boko Haram fait des incursions au Cameroun et au Tchad. Et l'État islamique qui chapeaute tous ces mouvements intégristes impliqués dans cette guerre asymétrique fait d'atroces suicides, d'enlèvements, d'attaques sporadiques. La guerre en Syrie, les attentats de Paris et ailleurs en Europe. L'État islamique et ses revendications, c'est l'autre dossier de cette édition. Il est signé Aimé Abalo. L'organisation de l'État islamique n'est pas uniquement le résultat de concours de circonstances, ni de pulsions destructrices de ses combattants. Elle découle d'une réflexion sur le long terme, vu que ce mouvement cherche au jour le jour à se construire une autorité et démontrer qu'il fonctionne non pas comme un groupe, mais bien comme un État. Il s'agit d'une organisation armée, terroriste, islamiste, d'idéologie salafiste djihadiste, dont la création remonte à 2006 et qui a proclamé l'instauration d'un califat sur les territoires qu'il contrôle. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par les guerres en Irak puis en Syrie. 2014, le groupe entre alors en conflit avec Al-Qaïda et son influence s'étend à une grande partie du monde musulman avec l'allégeance de plusieurs groupes djihadistes, les plus importants étant Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, Ansar Bayt al-Maqdis dans le Sinaï égyptien et le Maïlis Shura Shabab al-Islam en Libye. Le projet d'expansion du mouvement djihadiste vise l'étendue de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale. Partout où elle passe, l'organisation détruit tout sur son passage. Objectif stratégique, provoquer l'épuisement des structures étatiques par l'instauration d'une situation de chaos. Les populations perdront confiance en leurs gouvernants qui, dépassés, ne sauront répondre à la violence que par une violence supérieure. Les djihadistes devront se saisir de la situation et obtenir le soutien populaire en s'imposant comme la seule alternative. En rétablissant la sécurité, en remettant en route les services sociaux, en distribuant nourriture et médicaments et en prenant en charge l'administration des territoires. Convaincus ou non, les populations accepteront cette gouvernance islamique qui aurait pour principale mission de faire appliquer la charia dans tous les domaines. Afin de légitimer la politique de la terreur, la propagande serait l'outil privilégié à travers les médias et les nouvelles technologies. L'État islamique est classé comme organisation terroriste par de nombreux États et est accusé par les Nations Unies, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Il pratique également la destruction de vestiges archéologiques millénaires. Depuis août 2014, une coalition internationale de 22 pays et d'autre part la Russie interviennent militairement contre cette organisation qui mène également des opérations meurtrières à l'extérieur des territoires sous son contrôle. Dans son viseur, le Canada, l'Australie, l'Europe, particulièrement la France, les États-Unis, le Danemark et bien d'autres. Jusqu'ici, les frappes aériennes internationales ont fait plus de 13 000 morts dans les rangs de Daesh, qui est loin d'être affaibli. Il recrute de plus en plus de jeunes grâce à ses potentialités financières qui reposent essentiellement sur le pillage des ressources des territoires qu'il annexe, l'exploitation des puits de pétrole, les rançons tirées des kidnappings et le prélèvement de taxes sur les minorités chrétiennes.
Et Aimé Abalo l'a dit, Daesh passe souvent par le biais des réseaux sociaux pour sa propagande. Les réseaux sociaux, parlons-en justement ce soir en première ligne, WhatsApp. Le phénomène WhatsApp a envahi le continent africain depuis quelques années. Au Togo, presque tous les jeunes s'y adonnent et très peu lui résistent. Avec quelles conséquences et comment en faire bon usage? Quelques conseils avec Esther Laclé. Avec plus d'un demi-milliard d'utilisateurs et 1 million d'inscriptions par jour, WhatsApp demeure l'un des moyens de communication les plus répandus de nos jours. Il permet aux utilisateurs de communiquer entre eux sans payer de frais sur leur crédit grâce à la connexion Internet. 500 millions de photos échangées chaque jour pour 10 milliards de messages avec 500 millions d'abonnés, dont 70% d'actifs dans le monde. Kevin et Ibn, tous élèves en classe de 4e à Lomé, l'utilisent. J'ai découvert WhatsApp grâce à mon frère qui est à Côte d'Ivoire. Grâce à WhatsApp, j'arrive à communiquer avec lui. J'ai découvert WhatsApp par mes amis. Je fais WhatsApp de 18h à 19h lundi, mardi, mercredi. L'utilisation du WhatsApp peut comporter certains risques, surtout pour les adolescents et les jeunes, compte tenu de l'usage qu'ils en font et de l'influence des pairs. Océane essaie d'en faire bon usage. Avec les cours, j'arrive à l'utiliser. Sans passant, j'utilise que WhatsApp pendant les week-ends. Dans la semaine, sans j'éteins mon phone pendant les week-ends, j'utilise WhatsApp. J'utilise le vendredi soir et le samedi. Le dimanche, j'apprends mes cours. En semaine, j'utilise pas, mais ça me manque un peu. Ce qui est mis en ligne reste en ligne. Beaucoup de jeunes l'ignorent et manquent souvent de vigilance. Vie privée exposée, cyberintimidation, harcèlement en ligne, sexting. Pour Donald, 16 ans, élève en première C, ce réseau social doit servir à autre chose qu'à échanger avec ses amis. On a institué un groupe de travail sur WhatsApp qui nous aide à approfondir nos recherches et autres. Donc, des fois, on s'envoie des images, par exemple, sur des exercices de mathématiques et autres, pour genre traiter les pairs, quoi. Donc, chacun cherche à faire un but et à redonner à soi-même une capacité pour développer. Le contrôle revient donc aux parents, enseignants et éducateurs pour déceler les effets potentiels de ces médias sociaux sur les jeunes. Ce n'est qu'un outil et chacun fait ce qu'il veut, et donc je crois que l'idéal serait que chacun se mette en code de bonne conduite pour pouvoir, on va dire, utiliser judicieusement ce fantastique outil, parce que ça demeure après tout un outil qui facilite la vie. Il faut que les adultes, les aînés, les parents aident un peu à réguler tout ça. Ça voudrait dire qu'on puisse expliquer, qu'on puisse dire ce qu'on peut faire avec WhatsApp. Je donne un exemple. Vous gérez un projet, vous envoyez des photos à un client qui vous répond instantanément partout où il est à travers le monde. Donc c'est quand même un outil avant tout. Maintenant, quand un jeune le découvre et qu'il passe son temps à ne copier que de la musique, à copier des cours, à tricher en classe ou des choses comme ça, il faut pouvoir, on va dire, corriger ses abus. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre. Expliquer, donner des conseils, donner des alternatives. Vous avez le choix, on doit WhatsApp, plutôt que de faire une réunion, échanger des informations sur un groupe WhatsApp et prendre une décision instantanément. Comme vous avez le choix d'écrire une lettre coquine à une fille ou à un garçon et puis et de faire tout ce qui vient après derrière. Donc je pense qu'il appartient aux aînés, à la société de s'organiser pour réguler un peu cela. Je ne pense pas que ce soit un mal en soi. De toutes les façons, on y est soumis. Les jeunes et les enfants, ils sont peut-être encore un peu plus soumis que les adultes. Mais il appartient à la société de s'organiser, on va dire, pour limiter un tout petit peu cela, afin que ce ne soit pas un mal, que cet outil soit plutôt bien utilisé. Même si la plupart des jeunes passent le quart de leur temps libre sur WhatsApp et sur les autres réseaux sociaux, sans forcément en faire bon usage, un bon cadrage des parents et éducateurs peut donc limiter les dégâts. Quel est alors le rôle des parents dans l'encadrement de ces jeunes dans l'utilisation des différents réseaux sociaux? Les réponses dans cet autre dossier signé Dédé Koussao, Emmanuel Adiaklo, présenté par Esther Laclé. Simple à utiliser et ouvert sur le partage d'informations, les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, Twitter et autres plateformes communautaires
sont aujourd'hui pris d'assaut par les utilisateurs, surtout les adolescents. Et la plupart du temps, nombreux sont ceux qui ignorent les dangers qu'ils encourent en s'y accrochant. En ce qui concerne les enfants, la responsabilité des parents est alors engagée dans leur encadrement en leur accordant une attention particulière. Si les parents pouvaient avoir cette possibilité de travailler ensemble avec leurs enfants, vérifier le contenu de ce que les enfants cherchent, ça pourrait aller. Comme nous en avons par exemple que des enfants qui se sont suicidés parce qu'ils ont vu leur image passer à l'internet et qu'on a transformé. Parce que l'enfant a pris son profil qu'il a mis, d'autres l'ont utilisé pour faire des films pornographiques. Alors qu'elle n'était pas là-bas, elle n'a pas supporté ça. Les parents là aussi n'ont pas le temps. Mais ce n'est pas non plus une raison pour laisser les enfants avec. Donc c'est à chaque parent de pouvoir sacrifier un temps. Face à ces diverses réalités, quels sont alors les moyens nécessaires dont disposent les parents pour amener les enfants à une meilleure utilisation de ces réseaux sociaux? En tant que parent, moi je dois conseiller mon enfant. Je ne veux pas refuser d'utiliser ces réseaux sociaux-là, mais de faire un bon usage. Ne sois pas accro à ces choses-là. Il n'y a pas de règles établies dans ce domaine-là. Tout dépend de l'ambition que le parent nourrit pour son enfant. Si vous voulez que votre enfant excelle par exemple en informatique, très tôt, vous essayez de voir s'il a les aptitudes et vous l'aidez dans ce domaine-là en lui donnant des opportunités de mieux connaître l'outil et de se performer dedans. Mais vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine que vous allez choisir, le domaine d'activité que vous allez choisir, vous aurez besoin de l'outil informatique. Et donc très tôt, vous commencez par initier l'enfant. La vie, de façon générale, c'est un choix. Vous avez plusieurs possibilités et vous devez choisir. Donc, en matière d'éducation, le parent, c'est d'orienter l'enfant vers le bon choix en usant de pédagogie. Alors, ce principe est valable lorsque on parle de l'outil Internet, des réseaux sociaux. Voyez-vous, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que le parent recherche en offrant cet outil à son enfant? Il faut d'abord considérer que c'est un outil qui est d'actualité. Ça fait partie aujourd'hui de la vie de l'enfant, des entreprises, du monde. Les réseaux sociaux sont un espace plutôt civilisé, mais ils comportent beaucoup de risques. Quitte aux éducateurs et aux parents de renforcer leur vigilance dans leur rôle d'encadreur. Je vous le disais donc que les acteurs impliqués dans la gestion et la mise en œuvre de différents programmes au titre du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières tiennent depuis ce matin une rencontre pour la planification de leurs activités durant cette année. Il sera également question d'une analyse des activités menées en 2015 sur la base des résultats de la cartographie de l'occupation du sol au Togo et la gestion durable des forêts au niveau du ministère de l'Environnement. Ceci afin d'optimiser les actions pour cette année 2016. Le reportage est signé Clarisse Aticlé. Deuxième rencontre de planification opérationnelle du programme d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement et la dégradation des forêts RED+, REDINES et la réhabilitation des forêts au Togo, ProRED. Mise en œuvre depuis août 2014 pour une durée de 5 ans, le programme veut optimiser ses actions en 2016 sur la base des résultats enregistrés en 2015, notamment au niveau de la gestion durable des forêts et la cartographie de l'occupation du sol. On a regardé est-ce que les structures, est-ce que les cadres, est-ce qu'ils disposent de tout ce qu'il faut, réglementation, compétences, organisation pour pouvoir mener à bien la gestion durable des forêts. Donc là, il y aura des appuis. Dépendant des résultats, des recommandations que les participants vont nous donner aujourd'hui. On va proposer des modèles de gestion. Ça veut dire, les modèles de gestion durable, ça veut dire qu'il faut sur une superficie donnée assurer que la forêt ne disparaît pas, qu'elle ne dégrade pas. La GIZ accompagne le Togo dans la réalisation de ce programme dont un des objectifs est d'aider le pays à améliorer son couvert végétal et également à gérer durablement les ressources naturelles afin d'assurer un mieux-être aux populations.
Depuis que nous avons commencé ce programme avec RED+ et la GIZ, nous avons pour ambition au moins d'avoir un couvert végétal qui atteigne au moins 20 à 30% en l'an 2050. Et quand on sait qu'on assiste également à la déforestation, il y a nécessité pour nous de procéder à un inventaire forestier pour pouvoir orienter les politiques forestières du Togo. Il faut que nous continuions à sensibiliser les populations à savoir que le couvert végétal ou bien la forêt est une nécessité pour leur survie, pour les populations. Mais évidemment, ce programme permet également aussi d'initier des activités pour les populations, d'initier par exemple des projets, par exemple de construction d'écoles, de marchés, etc. Le Togo a déjà commencé à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a appuyé plus de 50 initiatives locales des écoles et des communautés pour le reboisement de près de 10 000 hectares. Il assure régulièrement avec l'ODEF l'entretien de 15 000 hectares de plantations de l'État. L'Institut Goethe de Lomé débute officiellement ses activités pour cette année 2016 par 2 semaines d'exposition des œuvres d'art plastique de Kobla et Fuonanou, plus connue sous le nom de Cham. La collection de l'artiste est dénommée Eldorado. Gérard Lagoudou et Esther Laclé nous la font découvrir. Efui Kobla Fuonanou, connu sous le nom de Cham, soumet ses œuvres à l'appréciation du public. À l'affiche, une quinzaine de tableaux à base des matériaux de récupération électronique. Toute une collection d'art plastique qui traite de l'Eldorado, le rêve d'une vie meilleure au-delà de chez soi. C'est des morceaux d'ordinateurs, de débris d'ordinateurs, de télévision, de téléphone. C'est-à-dire des outils qu'on utilise tous les jours. Les plaques et circuits électroniques, vous avez des nodules, des taches bleues qui peuvent être des personnes. Et puis, quand on les associe, ça peut faire passer à une ville, mais on peut également les associer et faire penser à une réflexion, inciter une réflexion, inciter des émotions. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pour interpeller le regard, inviter le regard de n'importe qui, de chez nous au Togo ou ailleurs, sur cette réalité qui est nôtre. Que font ces matériaux-là chez nous et pourquoi ils sont finalement si banals? Une innovation extraordinaire, diversement appréciée par le public qui a fait le déplacement de Goethe Institute. J'ai eu à voir des œuvres qu'il a réalisées dans le passé et il y a une touche qui est toujours là, mais il y a cet espace numérique-là qu'il a revisité et qu'il a su intégrer à l'art et c'est vraiment magnifique. Utiliser ce genre de matériaux pour pouvoir confectionner des tableaux, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, quoi. Je ne l'ai jamais vu. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Il y a de la créativité, de l'innovation et c'est ça que nous devons rechercher justement chez les artistes, qu'ils nous fassent voyager à travers leur créativité, leur innovation et surtout qu'ils soient eux-mêmes. Cette nouvelle écriture en art plastique ouvre les portes aux activités culturelles au Goethe Institute pour le compte de l'année 2016. Occasion pour le directeur de l'Institut de lancer un appel au monde artistique togolais pour les enregistrements afin de bénéficier de son accompagnement dans ses projets culturels. L'Eldorado de Kobla et Fuonanou est en exposition du 20 janvier au 5 février 2016. L'artiste est attendu en Côte d'Ivoire et aux États-Unis dans les prochains jours pour les mêmes activités. Et c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.